Bonjour à tous. Bonjour. 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 On va attendre peut-être une petite minute que tout le monde soit présent, que les uns et les autres se connectent. Alors, Ok, je vois qu'on a 26 participants. merci à tous d'être ici avec nous. Donc, pour petit rappel, donc, la conférence d'aujourd'hui qui est co-organisée en partenariat avec la CCI et le Ciel et également le Club lyonnais de l'immobilier et de la construction, le CLIC. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la réversibilité des bâtiments, utopie ou avenir de l'immobilier. En petite introduction, je vais vous présenter un petit peu tout le monde le temps que les différentes personnes qui sont inscrites se connectent au webinaire. Donc, avec nous aujourd'hui, on a Marc Seffer qui est le fondateur et directeur associé chez A26, Bonjour. qui ont plusieurs projets donc Bonjour Marc. en réversibilité. Avec nous également Jean-Philippe Banzé, qui est directeur des marchés chez GRDF. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Et enfin, Jacques Servolin, directeur de gestion immobilière chez YZM, qui est un investisseur immobilier. Voilà. Et à mes côtés, donc, pour le CLIC, Jean Tonetti, qui sera l'animateur de cette conférence et qui accessoirement travaille et est responsable développement chez LC Mail. Voilà en ce qui nous concerne. Je vais vous faire une petite rapide présentation du CLIC. Donc, le Club lyonnais de l'immobilier et de la construction, c'est un groupement, on va dire, une association qui est née en 2019 avec la volonté de regrouper l'ensemble des acteurs de l'immobilier et de la construction. Et les acteurs, quand je dis les acteurs, c'est la grande famille de l'immobilier et de la construction. Aujourd'hui, on a une vingtaine de membres actifs qui sont à la fois avocats, notaires, bureaux d'études, mainteneurs, mais également promoteurs ou constructeurs et aussi assureurs. Je me permets, excusez-moi Pablo, c'est juste pour vous dire, en fait, votre PowerPoint est coupé sur le côté. On s'arrête à l'avenir de l'immeuble, on ne voit pas la fin et du coup, ça nous coupe une partie de la présentation. Je m'en occupe. Merci. Donc, le CLIC. Donc, le CLIC, on a plusieurs membres actifs, une vingtaine de membres actifs qui représentent toute la grande famille de l'immobilier. L'idée, c'est vraiment d'être un club qui est ouvert sur son territoire, un club qui agit pour ses membres, pour ses partenaires et un club qui est ouvert sur l'ensemble du secteur. On a pour objectif et pour volonté d'aider à la fois, par exemple, la nouvelle génération qui est, on va dire, qui sort des écoles, des grandes écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et d'architectes, à rentrer dans ce grand réseau, dans cette grande famille de l'immobilier. Et puis, de présenter également, à travers différents événements, des personnalités qui peuvent être inspirantes, des personnalités qui ont façonné le monde de l'immobilier d'il y a 15, 20, 30 dernières années. Donc, c'est dans ce cadre-là que le CLIC organise des événements pour vous présenter ces personnalités-là et puis vous apporter un éclairage sur leur vision du monde de l'immobilier d'hier et de demain. Voilà pour ce qui est le Club lyonnais de l'immobilier et de la construction. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn et sur notre site internet. Je vais maintenant laisser la parole à Jean Tonetti qui sera l'animateur de cette webconférence et qui va ensuite lancer le débat. Je vous remercie.
Voilà, ben écoute, merci Pablo. En tout cas, voilà, le clic, dans le cadre du clic, on a voulu lancer cette réflexion autour de la réversibilité des bâtiments, puisque ça s'inscrit aussi aujourd'hui dans une démarche dans une démarche de transformation des territoires qu'on constate de plus en plus. Le contexte actuel, les éléments, enfin, le contexte sanitaire actuel, les évolutions des usages des bâtiments montrent que les bâtiments doivent de plus en plus de flexibilité. Cette réflexion sur la réversibilité, c'est une des solutions aujourd'hui aux enjeux d'aménagement du territoire. Je pense qu'il est important d'abord de définir ce qu'est la notion de réversibilité. Donc, quand on parle de réversibilité, un bâtiment réversible, c'est un bâtiment dont la conception a été pensée pour assurer sa transformation future. Dès la conception, on va intégrer une modularité intrinsèque du bâtiment pour pouvoir le faire changer d'usage, potentiellement passer d'un stade de bureau à un état de logement et revenir, pourquoi pas, à l'état de bureau. Cette réflexion-là, c'est avant tout dans une logique double. D'abord, s'adapter au changement d'usage. On le constate aujourd'hui. L'usage du bureau que l'on a aujourd'hui n'est plus du tout ce que l'on fait, ce que l'on a fait avec les bureaux il y a 20 ans. On constate aussi que les territoires s'adaptent. Le déficit chronique de logement sur le territoire est une réalité. Donc, ce type de bâtiment réversible permet aussi de redonner une nouvelle vie, une nouvelle fonction à un bâtiment qui peut entrer à un stade obsolète. Il y a une logique d'économie financière et carbone. Aujourd'hui, un bâtiment que l'on ne sera pas amené à déconstruire radicalement, de faire une démolition totale et reconstruction, offre forcément un intérêt financier et surtout deuxième volet carbone, comme on en parlait avec Marc la dernière fois. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres montrent que ce type de bâtiment et ce type de conception sont de moins en moins présents. Enfin, sont peu présents, pardon. À l'échelle de Paris, par exemple, depuis 2001, la ville de Paris a enregistré seulement 600 000 m² de locaux tertiaires reconvertis depuis 2001, reconvertis en logement. Par rapport aux quasiment 17 millions de mètres carrés établis, c'est une goutte d'eau. Et depuis 2018, il n'y a eu pas plus de 110 000 m² qui ont fait l'objet de demandes de permis de construire pour transformer du logement à partir de bureaux. Donc ça, c'est une réalité. La question que l'on peut se poser aujourd'hui sur ces bâtiments, est-ce que intrinsèquement, ces bâtiments, est-ce que l'on doit penser la conception dès le départ, mais est-ce que le passé ne montre pas que certains immeubles sont déjà réversibles sans que ce n'était une volonté initiale? Est-ce que le passé ne montre pas que ces bâtiments sont réversibles sans le savoir? Marc, sur ce point, as-tu des éléments à apporter? Alors, oui, tout à fait. Si vous me permettez, je vais même aller encore plus loin. Je vais faire un très, très grand zoom arrière. Quand on parle de réversibilité, effectivement, on pense qu'on peut changer d'usage. Et je pense que nos ancêtres très, très éloignés ont déjà testé la réversibilité. Et si vous me permettez ce clin d'œil, je pense que quand on imagine les grottes qui étaient les grottes habitat, qui sont devenues des grottes cultuelles, qui sont ensuite devenues des grottes de stockage, en fait, depuis que l'homme habite, le bâtiment est réversible, même lorsque le bâti est naturel. On peut également citer des fermes dont les parties du rez-de-chaussée étaient des étables sont devenues de l'habitation. Et donc, je dirais que la réversibilité des bâtiments est quelque chose qui est totalement inhérent à l'homme. Ensuite, plus récemment, proche de nous, bien sûr que sans forcément y avoir pensé, les grands constructeurs qui étaient les architectes et les ingénieurs du 19e, et notamment Haussmann, que j'admire beaucoup, ont créé des bâtiments, ont créé une ville qui, bien qu'elle soit extrêmement dense, est très, très réversible. Et on a eu l'occasion de le tester et de le prouver parce que le système constructif, même s'il a l'air extrêmement massif, en réalité est composé d'acier. Et donc, je pense qu'une des clés de la réversibilité, c'est la liberté d'avoir des plateaux à usage multiple et donc des plateaux libres qui peuvent accueillir des activités très diverses.
Mhm. Je vais encore plus loin. Très récemment, on a travaillé sur une station-service. Alors vous allez me dire, parce que tu as cité tout à l'heure l'exemple du bureau qui se transforme en logement, je dirais que c'est Mhm. un grand phénomène de ces dernières années, même s'il est faible en chiffres, mais c'est une tendance de fond. Il y a énormément d'autres choses à côté de cela, et l'imagination de l'homme et des architectes est sans limite, et des promoteurs aussi d'ailleurs, puisqu'on fait ce projet avec un promoteur qui a racheté une ancienne station-service et qui l'a transformée avec nous en centre de fitness. Il est évident que les concepteurs de cette station-service, qui est une station en dur avec un système de poteaux, toiture champignon, n'avaient jamais pu imaginer qu'un jour, simplement en rajoutant des façades qui se déploient et qui se déplient le long de ces structures, on arrive à en faire un centre de fitness. Donc, voilà quelques exemples qui montrent que oui, énormément d'immeubles sont déjà réversibles, mais ils ne le savent pas encore. Et vous non plus. Ouais, exactement. Et bien, pour citer, alors c'est un exemple qu'on avait évoqué, c'était les bâtiments haussmanniens aussi, qui étaient des bâtiments qui offraient finalement une conception initiale. Aujourd'hui, on voit des bâtiments haussmanniens transformés de plus en plus en bureaux. Alors, moi, je vais parler de Paris que je connais évidemment mieux que Lyon, Oui, et j'en suis désolé, il mais, n'y a pas que mais Paris, évidemment, mais voilà, Haussmann a beaucoup travaillé à Paris. Il y a d'autres bâtiments de cette époque-là qui ont été remarquablement conçus, et à Lyon, évidemment. Je pense que l'avènement de l'acier a été un tournant décisif dans le système constructif et donc dans la réversibilité. Là, vous avez un exemple de bâtiment qu'on a complètement transformé. C'était un bâtiment effectivement haussmannien qui n'était pas du tout à usage de bureau lorsqu'il a été construit. Et en faisant une analyse, un diagnostic très fin du bâti, on s'est aperçu que même si en aspect extérieur la façade était en pierre massive, que le bâtiment avait un aspect voilà très institutionnel et très lourd, on va dire, patrimonial même, on s'aperçoit que le système constructif est extrêmement intelligent. Je ne sais pas si on a un exemple de photo, mais quand on a dépouillé, déshabillé et curé le bâtiment, on s'est rendu compte que partout, nous avions une ossature métallique très légère, très intelligemment pensée, avec des systèmes de type profil Eiffel, c'est-à-dire des profils assemblés par non pas des boulons, mais des rivets. Donc, c'est ce qu'on appelle des profils rivetés à chaud. C'est la même technique que la Tour Eiffel, tout simplement. Et que à l'intérieur de ces poteaux étaient organisés des systèmes d'adduction et d'évacuation d'eau, et que finalement, c'était une structure extrêmement légère qui, finalement, lorsqu'on mettait les plateaux à nu, libérait totalement l'espace et pouvait finalement offrir une deuxième ou une troisième vie à beaucoup d'autres types d'usages et d'activités. Donc oui, je pense que ils n'avaient absolument pas pensé, les concepteurs à cette époque, qu'on pouvait transformer leur bâtiment à ce point-là. Mais quand l'intelligence a été vraiment ce qui a guidé la conception de la construction, effectivement, il y a un champ des possibles qui s'ouvre et qui est très très intéressant. mhm, tout à fait. Alors, on parlait un peu d'accélération du phénomène de réversibilité des bâtiments. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, selon vous, que les enjeux climatiques et le contexte sanitaire accélèrent ce phénomène et cette tendance? Jean-Philippe, Oui, forcément, la pandémie, elle a donné un coup d'accélérateur à de nouveaux modes de travail, de plus en plus délocalisés, le développement du télétravail, du travail à distance. Fin 2020, une enquête a démontré que 36% des Français pouvaient travailler sans difficulté en télétravail. Donc, il y a forcément de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à ces nouveaux modes de travail, qui du coup réduisent aussi leur surface. Et forcément, on s'interroge. Et oui, la pandémie, par transitivité, elle va pouvoir donner un coup d'accélérateur aux reconversions de bâtiments tertiaires vacants en logement. Ça, c'est une logique. On le vit quasiment tous au quotidien. Après, on voit quand même que le marché avait déjà posé cette tendance avant la crise, hein, sur certaines zones où c'est déjà assez tendu, où vous avez un déséquilibre de l'offre entre un excédent de bureaux et un déficit en logement ou une offre insuffisante et du foncier de moins en moins accessible. Forcément, se poser la question de réversibiliser des bâtiments tertiaires en logement,
c'est tout à fait pertinent. Après, l'enjeu lié à l'impact environnemental, puisque c'était aussi une deuxième partie de ta question, là aussi, c'est logique. Entre un bâtiment conçu dès le départ pour envisager un changement d'usage, une mutation d'usage, et un bâtiment qu'on construit de manière neuve pour un usage définitif, l'impact environnemental peut aller de 1 à 10. Dans le cas d'une construction neuve, l'impact environnemental de la partie structure globale et enveloppe du bâtiment, c'est très clairement la part la plus significative de l'empreinte carbone. Pour des bâtiments de bureaux, cette contribution, elle s'élève à plus de 60%. Donc, si on réemploie cette partie de bâtiment dans l'exemple que je donne, on pourra forcément éviter des émissions. Si on arrive à conserver la structure, si on arrive à conserver les façades, forcément, l'impact environnemental, on s'y retrouvera. Alors, c'est vrai que sur Lyon, on a, tu parlais de territoires qui finalement avaient appelé avant même ce contexte sanitaire. Alors, je suis désolé, l'écran est coupé, enfin, en partie coupé, mais ce que je vous montre, c'est le Work One qui est à Lyon Confluence. Cette zone de confluence qui effectivement fait partie de ces zones urbaines sur Lyon qui veut répondre avant tout à une démarche intelligente de conception de l'espace, des bâtiments qui soient peu énergivores, une démarche de mutualisation des services, des bâtiments. Alors, ce bâtiment Work One, c'est réalisé par l'InCity et David Schipperfeld, l'architecte, qui a été pensé comme des bureaux avec une réversibilité en logement potentiel demain, puisque la zone de confluence cherche une mixité des usages, une mixité des fonctions de cette zone, mais à terme, ce type de bâtiment, typiquement, peut faire office de soupape sur les besoins de logement ou besoins de bureaux en fonction de la période. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui définit finalement un bâtiment, un ensemble immobilier réversible, dans le sens où, à quels critères est-ce qu'il doit répondre avant tout pour qu'on considère qu'il est réversible? Qu'est-ce qu'on devrait considérer comme caractéristique pour que ce bâtiment est définitivement réversible? Pour nuancer l'aspect réhabilitation. Alors, moi, il me semble que déjà, il faut se poser la question de la réversibilité. Ça veut dire quoi exactement? Moi, j'y ai un peu réfléchi. Voilà, un pull ou une couette est réversible quand on a un côté chaud pour l'hiver et plus frais pour l'été. Mais ça veut dire qu'on peut continuer de les intervertir. C'est-à-dire que la couette est toujours une couette, mais elle a deux fonctions et elles sont alternatives. Quand on regarde la définition aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant. On parle de réversibilité quand on dit qu'une transformation est possible et qu'elle peut être réalisée exactement dans le sens inverse. Et je trouve ça intéressant parce que, à la différence d'une restructuration qui fige le bâti dans une fonction définitivement parce que son intervention est très, très intrusive et très, très lourde, la versibilité est ce que nous sommes en train de rechercher, c'est le fait que une intervention à une époque, à un moment donné, aujourd'hui c'est post-pandémie ou en plein dans la pandémie, demain ça sera peut-être un autre contexte économique. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le bâtiment continuera de vivre et que l'échelle de l'homme n'est pas celui du bâti. Et donc que les interventions qu'on y fait aujourd'hui puissent être demain reprises en sens inverse, pourquoi pas, ou pour un usage qui aujourd'hui n'existe même pas. Et donc cette réversibilité, la notion de réversibilité, pour moi, doit laisser cette notion de liberté. Et qu'est-ce qui laisse de la liberté dans du bâti? C'est qu'on est dans des structures dont le mode constructif permet les usages. Et qu'est-ce qui permet les usages? C'est le système poteau-poutre. Demain, vous cherchez à faire de la réversibilité dans un bâtiment qui est construit en lourd avec tous les 4 mètres ou tous les 6 mètres une paroi en béton, ça ne va pas fonctionner. Vous prenez le même bâtiment construit avec un système de poteau-poutre qui laisse des plateaux libres. Ça peut être du bureau, demain ça peut être du logement, après demain ça peut être une école, un centre de formation, et on a de nombreux exemples comme ça où on a travaillé en transformant aussi, puisque c'est un aspect que vous n'avez pas évoqué, des bâtiments de bureaux en campus d'enseignement.
Et donc, pour moi, la réversibilité, un bâtiment, on va dire dans les critères qui peuvent être considérés comme essentiels pour la réversibilité, c'est la liberté du plan, la liberté du plateau. J'allais dire, le mode constructif, que ce soit du bois, de l'acier ou du béton, le système poteau-poutre qui libère les plateaux est probablement l'atout majeur. On s'était d'ailleurs fait la réflexion que finalement, entre nous, hein, que la réversibilité, enfin un bâtiment réversible, on peut le qualifier de réversible dès lors que l'on va conserver 80% du bâti, quasiment. Alors effectivement, tout à fait. Si on dit qu'on fait une transformation et que finalement on garde juste la cage centrale, le noyau d'escalier, l'ascenseur, le reste est démoli, on n'est pas du tout dans la notion de réversibilité, absolument. L'idée, c'est vraiment de récupérer, alors moi je dis à minimum 80% du squelette. Quand on dit squelette, c'est les planchers, les poteaux, les poutres, la trame de façade, quitte à ce que la façade soit rhabillée, mais il faut que 80% environ de ce qu'on appelle le squelette reste en place et justement concourt à la diminution du bilan carbone, puisque démolir et reconstruire, c'est facile, mais récupérer, ça demande beaucoup plus de sensibilité, de savoir-faire. Il y a des diagnostics intéressants à mener pour convertir tout cela dans un nouvel usage. On peut Alors, on peut aussi, évidemment, la question financière va arriver, puisque derrière des facteurs d'attractivité de ce type de bâtiment, qu'en pensent aujourd'hui les investisseurs, les financiers, quelles opportunités voient-ils dans ce bâtiment? Est-ce que c'est un marché qui intéresse aujourd'hui les investisseurs? Jacques Effectivement, on voit pas beaucoup de. On est un peu en anticipation de la réalité, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'exemples concrets. Moi, j'en ai un juste à côté à du bureau qui est en train de s'achever, qui m'a l'air très réussi. Ce que je vois juste, moi, en tant qu'investisseur, c'est qu'évidemment, il y a des bilans économiques, et je pense que ce qui a été dit sur ce qu'on appelle la différence entre une réversibilité et une restructuration lourde, c'est très important. On ne parle pas du tout des restructurations lourdes, dont on sait qu'il y en a plein sur les Champs-Élysées, il y en a plein, en gros, dans les quartiers où on arrive à rentabiliser des opérations de ce type. Effectivement, moi, ce que je considère en tant qu'investisseur, c'est que, en réalité, ce qui m'a intéressé quand on a commencé à travailler le sujet ensemble, c'est que ça rencontre les autres préoccupations des investisseurs. Quand on a parlé de réversibilité tout à l'heure, on a parlé du fait que le chantier allait avoir une empreinte carbone plus faible. On a aussi parlé du fait qu'on avait des équilibres de marché qui ne fonctionnaient pas, qu'on allait peut-être avoir des surfaces de bureaux qui se retrouvent vacantes parce qu'il y a des cycles de marché, parce qu'il y a des changements d'usage. On sait qu'on a aussi besoin de logements qu'on n'en fait pas assez. Donc on s'aperçoit qu'il y a une certaine conjonction des problématiques de marché qui sont pas sans rapport avec la réversibilité. Ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai par exemple aujourd'hui un dossier qui vient d'arriver, je ne l'ai pas encore vraiment exploré, mais il s'agit de 2 bâtiments, c'est dans une capitale régionale, et il y a un des 2 bâtiments qui a un usage spécifique. Et je m'apprête, en tant qu'investisseur, arrivant très en amont sur l'opération, comme j'ai fait précédemment, à demander évidemment un cahier des charges de construction qui prévoit les performances énergétiques du bâtiment, mais je m'apprête, sur le bâtiment un peu spécifique, à demander qu'est-ce qui a été pensé pour un éventuel changement d'usage de ce bâtiment qui aujourd'hui a un usage spécifique qui n'est pas bureau. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé en fait à travailler sur ce sujet-là, mais je ne le sépare pas, j'ai envie de dire, d'une réflexion plus générale, qui est qu'en tant qu'investisseur, il y a beaucoup de mon travail qui est un travail plus long terme. Moi, je travaille sur de l'immobilier non coté, dans des fonds qui sont sur une durée de vie relativement longue, qui sont des EPCI ou des clubs deals, pour des investisseurs privés. Et clairement, j'intègre dans mes raisonnements long terme le fait que j'ai une approche d'urbanisme. Qu'est-ce qui se passe quand on parle d'obsolescence? En réalité, il y a 2 caractéristiques d'obsolescence pour un bâtiment. Il y a évidemment l'obsolescence technique du bâtiment. On a tous en tête les bâtiments des années 60-80, on va dire, qui sont particulièrement stigmatisés aujourd'hui. Il y a aussi une autre forme d'obsolescence, c'est l'obsolescence d'emplacement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de croissance urbaine aujourd'hui dans nos capitales régionales, c'est là où on va, mais aussi bien sûr en Île-de-France. Et des endroits qui étaient du tertiaire de périphérie aujourd'hui sont rattrapés par l'urbanisation et deviennent des sites éligibles à d'autres choses, et en particulier du logement.
Donc finalement, tout converge. C'est-à-dire que le fait d'avoir, je pense, une approche long terme, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui se positionnent sur le produit immobilier avec rendement sécurisé long terme. Donc on est obligé de se projeter au-delà de l'existence immédiate de l'immeuble. Donc tout ça se rejoint, et j'ai presque envie de dire aujourd'hui que dans mon cahier des charges d'investisseur, la notion de réversibilité n'est pas pour moi une révolution. Je rends compte que je peux tout à fait avoir une réflexion là-dessus qui vient s'ajouter à celle que je viens de citer, qui est plus évidente aujourd'hui, qui est celle de la performance énergétique du bâtiment. Et je pense que ma nature d'investisseur, qui est éventuellement d'arriver sur des fins un peu en amont, me permet de travailler comme ça aujourd'hui. Alors, c'est vrai que on parle de facteurs d'attractivité sur ces bâtiments, on parle d'économie carbone, de rentabilité forcément, de rentabilité du mètre carré, de qualité intrinsèque. À ça, on peut aussi rajouter la notion d'image, je pense. Il y a quelque part derrière un bâtiment pérenne qui va changer de destination, d'usage dans la durée. Il y a une notion d'image et de transmission finalement. On revient toujours sur cet exemple du bâtiment haussmannien, mais que je trouve qui reste certes parisien, mais il y a cette image dans le temps. C'est des bâtiments qui ont plus de 100 ans, qui sont toujours là et qui sont pour le coup valorisés, ont une très très bonne valorisation au mètre carré et qui ont conservé toute leur légitimité sur le marché, entre guillemets. Par contre, c'est vrai. Je précise une chose, Jean, moi qui travaille beaucoup sur les capitales régionales, la plupart des grandes villes françaises ont un centre-ville de nature haussmannienne. En fait. L'haussmannien est attaché à Paris. Le centre de Lyon est très haussmannien, évidemment. C'est vrai. La presqu'île est très haussmannienne. Et vous avez le même phénomène. Même Marseille, avec sa rue de la République, a été une forme d'haussmannisme. Il y en a un peu partout. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je pense qu'on peut considérer aujourd'hui que moi, vis-à-vis de mes investisseurs, qui sont des investisseurs privés avec lesquels je peux avoir une relation assez directe, quand je vais les projeter sur une durée longue, je pense que le fait de pouvoir dire ce bâtiment, on en fera toujours quelque chose, pour dire trivialement les choses, c'est un argument très fort. Et l'haussmannien, j'ai eu récemment l'occasion de regarder des dossiers qui étaient des hôtels particuliers qui avaient été transformés en bureaux. Les hôtels particuliers, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'éléments d'apparat qui sont difficiles à recycler. Mais je me souviens avoir eu dans mes discussions avec nos partenaires pour monter éventuellement une opération autour de cet immeuble, cette réflexion triviale qui dit ah ben de toute façon à long terme on pourra toujours en faire quelque chose. C'est vraiment comme ça que ça se formule. Et derrière il y a évidemment un bilan financier parce que quand on n'a pas dit ça, mais on a parlé un peu de chiffrage en parlant de qu'est-ce que c'est que la réversibilité, 90% conservé, etc. Mais on peut, je pense aujourd'hui, même faire des chiffrages en coût mètre carré d'un bilan de réversibilité d'un bâtiment. On en a parlé entre nous, je pense qu'on avait gardé quelques chiffres en tête, mais on se retrouve on le voit déjà sur certains immeubles de bureaux, c'est pas de la réversibilité parce que c'est de la remise au goût du jour de bâtiments de bureaux, mais on voit déjà on a déjà des petites idées sur ce sujet-là et on n'est pas nécessairement sur des centres-villes avec des valeurs locatives très élevées quand on réfléchit dessus. Et alors, au-delà, pour compléter, au-delà de cet aspect financier, autour de la table, on n'a pas d'avocat ou de juriste, mais le cadre réglementaire aujourd'hui des PLU et des PLUI locaux, est-ce qu'on peut, dans ces conceptions, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont adaptés à la réversibilité des bâtiments? Alors, moi, je peux répondre en une partie à cette question-là, puis je laisserai après la parole à Marc, qui est peut-être plus affûté, mais la loi de finances en 2016 a déjà prévu ça. Il y a une exonération de 5 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties lorsque vous passez de bureau à logement affecté à l'habitation principale. Vous avez aussi la loi de transition énergétique pour la croissance verte,
qui a introduit le bonus de constructibilité de 30%. Alors, c'est soumis à des critères qui sont des critères d'éligibilité, d'exemplarité énergétique, par exemple, si vous souhaitez viser un niveau de performance RT 2012 moins 40% pour des logements, ou d'exemplarité environnementale, si vous recyclez les déchets, que vous utilisez des matériaux biosourcés, même si vous mettez des bâtiments à énergie positive, le cadre réglementaire incite quand même de plus en plus à justement ne pas construire pour construire, mais à rénover et c'est plutôt adapté à ce type d'opération. Alors effectivement, je confirme et les remarques de Jean-Philippe sont parfaitement précises et exactes. Globalement, la loi Elan facilite les transformations. Donc c'est un outil dont il faut se servir. Mais il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect code de l'urbanisme, code de la construction, mais il y a aussi l'aspect réglementaire. Et ça rejoint la question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un bâtiment soit réversible? Et bien souvent, on s'aperçoit que quand on change d'usage, quand on change de destination, par exemple, la résistance des planchers n'est plus la même. Et donc, quand on passe de logement à bureau, ça va encore dans la majorité des cas, mais par exemple, quand on passe de bureau à école, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs de surcharge. Donc, une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous, architectes, c'est de travailler avec tous ces aspects réglementaires et d'essayer de faire en sorte que les impacts soient très maîtrisés financièrement pour que justement nos amis promoteurs puissent arriver à boucler les opérations, sinon elles n'existent pas. Et donc, il y a tout un savoir-faire qui doit se développer, qui se développe progressivement autour de techniques qui permettent de transformer d'anciens planchers en bois, ce qu'on a fait à de nombreuses reprises, en planchers mixtes bois-béton avec des connecteurs ou d'anciens planchers en ce qu'on appelle IAO, qui sont les anciennes poutrelles, on va dire, métalliques, que l'on transforme là aussi en planchers mixtes. Bref, il y a toute une série de savoir-faire qui se développent autour de cette réversibilité, de cette transformation qui sont absolument passionnants. Voilà, donc c'est effectivement un gros sujet. Et puis au-delà, dans les PLU, il y a également des contraintes assez fortes, notamment en termes de requis, on va dire, à côté du bâti. Je prends un exemple. Vous passez de bureau à logement ou de logement à école, par exemple, puisque c'est un sujet que je connais bien. Le besoin de stationnement, par exemple, n'est pas du tout le même. Comment est-ce que c'est géré? Et donc, toutes ces questions-là débordent souvent du cadre du bâtiment lui-même et vont s'inscrire dans un dialogue avec la puissance publique. C'est-à-dire que si on n'a pas de stationnement possible juste sous le bâtiment ou s'il est insuffisant, comment fait-on avec les pouvoirs publics? Comment fait-on avec la ville? Peut-être pour intelligemment mutualiser des places. Et donc, ça oblige à déborder du cadre de la réflexion stricte de la parcelle pour aller au-delà et travailler avec la ville, ce qui est là aussi absolument passionnant. Alors d'ailleurs, illustration très récente, je lisais un article dans le cadre des JO 2024 qui sont prévus à Paris, va être mis en place ce qu'ils appellent un permis à double détente, c'est-à-dire de prévoir une double fonctionnalité du bâtiment à terme. Et typiquement, c'est vrai qu'on parle de réversibilité à long terme, mais finalement, on peut imaginer un bâtiment avec un usage entre guillemets éphémère, comme typiquement les JO, où on sait qu'il va y avoir des besoins de capacité d'hébergement, des besoins de la capacité d'accueil de public pour un événement qui va être éphémère et qui demain devra avoir une nouvelle fonction. Enfin, on l'a vu, on le voit bien, ces villages olympiques qui perdent complètement vie à terme. Donc, typiquement, ce type d'événement, là, la ville de Paris a initié cette notion de permis à double détente pour pouvoir attribuer rapidement et facilement une nouvelle fonctionnalité au bâtiment à terme. Donc, c'est autant d'accélérateurs, je pense, à cette démarche. Par contre, on parlait de surcoût. Alors, c'est intéressant. Forcément, les chiffres montrent que ce type de bâtiment nécessite un potentiel surcoût, puisqu'on se rend compte que d'un point de vue réglementaire, il faut qu'on place les curseurs sur des niveaux de conformité qui soient réglementaires,
dans le cadre d'un bâtiment de bureau, notamment protection, incendie, etc. Et en même temps, qui répondent à des critères de traitement d'air et de renouvellement d'air, à la fois pour du logement, à la fois pour du tertiaire. Enfin, ça demande un surdimensionnement des équipements. On sait que tout ça nécessite un surcoût. Comme tu disais, Marc, également un potentiel surcoût sur les épaisseurs de dalles et de structures, puisqu'il faut que le bâtiment puisse supporter les deux fonctions, enfin les deux usages. Tout ça, ça sous-entend une durée d'investissement plus longue. Est-ce que finalement, ça n'attire pas un certain type d'investisseurs, ce type de bâtiment? Alors, juste si je peux me permettre. Je pense que on a tous vu, par exemple, le retour qui est en cours des institutionnels sur le logement. Clairement, ce mouvement-là, il traduit un allongement des durées. Le logement, c'est a priori, bien sûr, on peut faire la spéculation sur la valeur vénale des logements, ça existe, mais on a plutôt l'idée des institutionnels qui autrefois, il y a encore 20 ou 30 ans, étaient propriétaires d'immeubles de logement depuis parfois des décennies, voire d'un siècle. Donc je pense qu'effectivement, je le vois moi effectivement dans ma logique, plus cette logique-là, il y a effectivement un moment où le coût mètre carré de construction vient changer la nature de la contrepartie pour le promoteur. On a tous vécu ça, c'est-à-dire qu'il y a quand un coût de construction est trop important, l'immeuble part à la découpe acquéreur utilisateur en général, et il est moins intéressant parce qu'on n'arrive pas à valoriser dans les loyers le surcoût de construction. Mais je ne sais pas si là, effectivement, il y a probablement une frontière qui reste à explorer. Mais ce que j'ai observé sur certains bâtiments qui avaient, pas d'ailleurs pour des raisons de réversibilité, mais pour des raisons d'ambition architecturale des surcoûts de construction, que c'était des objets qui étaient souvent très attractifs en termes architectural, mais qui économiquement partaient à la découpe parce qu'on vend plus cher à la découpe qu'un investisseur en bloc. Ah ouais. Effectivement, c'est peut-être c'est une frontière qu'il faut explorer au niveau vraiment, je pense que chaque cas est particulier. Hein, l'architecte qui est parmi nous le dira. Hein, mais il y a certainement il y a une frontière là, certainement. Mais je suis intéressé, moi, comme je vous l'ai dit, sur un dossier où je vais voir comment, très concrètement, sur ce dossier, c'est un peu tôt pour en parler, mais où je vais challenger le promoteur sur ce sujet. Marc, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais. Je ne parlerai pas de surcoût, parce que surcoût par rapport à quoi? Quel est le référentiel? Je parlerai plutôt de coût global. Pourquoi? Parce que le bâtiment transformé, rénové, voilà, a de nouvelles caractéristiques thermiques, acoustiques, un nouvel usage. Et en réalité, il ne faudrait pas le comparer à un bâtiment rénové à l'identique, il faudrait le comparer à un bâtiment construit neuf. Quel est le coût global d'un achat de terrain et d'un bâtiment neuf construit avec les mêmes performances? Et quel est le coût global d'un bâtiment qui a été transformé avec ce nouvel usage? C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut réfléchir. Et je suis pratiquement sûr que, évidemment, ça dépend beaucoup du coût du foncier, mais je suis pratiquement sûr que dans ce genre de comparaison, la réversibilité reste très attractive. Oui, tout à fait. Alors, sur l'aspect coût global, tu as complètement raison. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect énergétique qui rentre dans ce volet, hein, puisqu'on parle de maintenabilité et de potentielle maintenabilité du bâtiment, qui est un enjeu aussi, hein, finalement, des coûts de maintenance, d'assurer un bâtiment qui ait des coûts de maintenance maîtrisés dans la durée. Jean-Philippe, par rapport à ça, tu avais quelques exemples, notamment sur ce point auquel tu pensais. Oui, j'ai récupéré quelques exemples des projets sur lesquels nous avons travaillé sur Paris. Rénover des bâtiments de bureaux pour les passer en logement. On est aujourd'hui sur de la grosse rénovation lourde, entre 1500 et 2500 euros hors taxe du mètre carré. Donc, quelques exemples que tu peux passer à l'écran. Entre le coût d'acquisition et les travaux de transformation, finalement,
voilà, c'est possible de faire des grosses rénovations qui ont un coût plutôt maîtrisé, surtout si on les met en regard avec ce que disait Marc. Pour le même usage, prendre le même bâtiment, en faire une construction neuve, acheter le foncier, etc. On peut, voilà, le coût peut être plus important. On peut aussi, sur un plan énergétique, en termes de solutions utilisées, arriver sur des solutions assez performantes. Donc voilà, les quelques exemples là circulent à l'écran. Alors c'est vrai que Marc parlait de poteaux-poutres, poteaux-dalles. Pour un énergéticien, on a aussi besoin idéalement de hauteur sous plafond, de hauteur d'étage d'au moins 2,70 m pour pouvoir passer les gaines, pour pouvoir passer les réseaux de distribution. Parce que là aussi, si vous êtes sur un usage bureau, vous avez finalement très peu de besoin d'eau chaude sanitaire. Si vous passez sur du logement, les besoins sont plus du tout les mêmes. Donc, le changement d'usage peut aussi générer un coût supplémentaire. Et si on a dès le départ le bâtiment qui permet de passer des réseaux de distribution assez facilement dans des gaines centrales, puis ensuite du dispatching dans les logements, forcément, ça a un impact sur le coût. Donc voilà, les énergéticiens et mainteneurs aussi dans la suite sont sensibles à ça. Tout à fait. C'est effectivement un facteur important. Alors, puisqu'on est sur cet item, sur ce volet énergétique, quelles sont les solutions énergétiques aujourd'hui les plus adaptées pour accompagner cette typologie de projet? Est-ce que, en tant qu'architecte ou énergéticien, quelles sont aujourd'hui les solutions que vous constatez les plus pertinentes? Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il faut d'abord que le maître d'ouvrage et ses assistants maîtrise d'ouvrage se posent quelques questions de base. Quel type de bâtiment je veux rénover, quel besoin je vais avoir, quel niveau de puissance thermique, quelle proportion entre mes besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire, peut-être d'eau chaude en process, quel besoin je peux avoir pour du froid, du rafraîchissement. Et c'est vrai que l'évolution d'usage, elle peut avoir un impact sur la charge thermique du bâtiment, elle peut avoir aussi un impact sur les exigences acoustiques. Bien évidemment, un réseau de distribution entre un bureau et un logement, il faut prévoir aussi tous les procédés pour que l'impact acoustique soit le plus faible possible. Donc après, c'est quel niveau énergétique vous visez? Est-ce que vous visez un label? Est-ce que vous visez un référentiel? Vous pouvez viser par exemple sur Paris le plan climat Paris, vous pouvez viser sur Lyon le référentiel Grand Lyon, vous pouvez viser aussi une part d'énergie renouvelable. Donc je dirais que les systèmes énergétiques aujourd'hui, il y a à l'échelle du bâtiment, la réversibilité finalement, elle pose la même question qu'on peut se poser de manière plus globale, c'est de se dire il faut quand même toujours essayer d'utiliser la meilleure énergie pour le bon usage. Et aujourd'hui, il peut y avoir une quadrature du cercle. Les bureaux neufs utilisent, dans les bureaux neufs aujourd'hui, par exemple, l'utilisation du gaz, une énergie que je connais très bien, est très très peu utilisée, alors que le gaz est très utilisé dans les logements. Donc, si on veut passer de bureau à logement, forcément, il va falloir jouer sur la complémentarité, il va falloir jouer sur la mixité, la flexibilité, va falloir jouer sur la robustesse du système énergétique dans sa globalité. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est finalement le système énergétique français. On voit bien qu'on a encore aujourd'hui, et même s'il y a un peu de réchauffement climatique, toujours une thermosensibilité du système énergétique global. On aura plus d'appels de puissance énergétique l'hiver que l'été. Aujourd'hui, le ratio, il est de 1 à 4. Et la robustesse du système énergétique français tient sur le fait qu'on bénéficie en bandeau d'une énergie décarbonée électrique pour assurer des usages spécifiques de l'électricité. Et les besoins thermiques, les besoins de puissance sont assurés ensuite par des énergies qui sont plus stockables, plus disponibles et qui aujourd'hui vivent leur transformation en étant de plus en plus décarbonées. Donc finalement, la robustesse, d'ailleurs, c'est la robustesse du système énergétique. C'est un des 3 piliers, un des piliers du trilemme énergétique qui avait été porté, qui est porté par le Conseil mondial de l'énergie.
hein. Une transition énergétique repose sur un trilemme avec 3 piliers. Le pilier, c'est la solidité, la robustesse. Le deuxième pilier, c'est la durabilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir de plus en plus des énergies qui soient et décarbonées et renouvelables. Et puis le troisième pilier, c'est l'équité, c'est-à-dire de pouvoir avoir des énergies renouvelables, décarbonées, qui soient accessibles, qui soient abordables, de manière à pouvoir finalement le mieux possible respectuer l'environnement, lutter contre la précarité énergétique. Finalement, si on peut en termes de transition énergétique, le symboliser en une phrase, c'est ne pas opposer la fin du monde à la fin du mois. Et de se dire que finalement, robustesse, solidité, équité et durabilité du système, ça doit pouvoir être accessible pour tout le monde. Et finalement, la notion de réversibilité de bâtiments, c'est exactement la même chose. Je suis dans des bureaux, demain je serai dans des logements. Il faudra aussi que les systèmes énergétiques que j'ai puissent jouer sur la complémentarité, de la mixité, de la flexibilité et de l'accessibilité. Je pourrais compléter peut-être que, puisque Jean-Philippe a lancé une petite formule amusante, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et que dans cette situation, les bâtiments réversibles sont dans la même problématique que les bâtiments neufs. C'est-à-dire que nous, concepteurs, comment faisons-nous pour que le bâtiment soit le plus efficient possible et qu'il consomme le moins possible et que son bilan carbone soit le plus intéressant? C'est la grande problématique de ce 21e siècle. Et la petite différence peut-être entre les bâtiments neufs et les bâtiments que l'on transforme dans le cadre d'une réversibilité, c'est que la plupart de ces bâtiments que l'on travaille en réversibilité se situent dans des quartiers historiques, attractifs, en centre-ville, et que la plupart ont des façades de grande qualité, souvent avec des parements très intéressants, en briques, en pierre, et qu'il n'est évidemment pas question de les habiller avec une isolation par l'extérieur. Et que leur modénature, et même si cela a été souhaité, leur modénature, leur accident de façade, leur beau window et autres oriels ne permettraient pas de le faire d'une façon intéressante et intelligente. Donc, l'énergie dans un bâtiment réversible nous amène vers le sujet de l'isolation, de l'efficience du bâti, et donc forcément, dans la plupart des cas des bâtiments réversibles, une isolation par l'intérieur. Après, toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on cherche de l'inertie, est-ce qu'on cherche au contraire une faible inertie en fonction de l'usage. Voilà, toutes ces questions-là où on est accompagné par des bureaux d'études très, très performants et cruciales, et qu'ensuite, il faut effectivement l'adapter à l'usage très précis qui va s'y tenir. Alors, au travers de ce que tu dis, c'était l'expression de l'architecte Anne Démians qui a réalisé les 2 tours Black Swan à Strasbourg, que je projette, qui a volontairement, elle a volontairement voulu effacer l'expression architecturale du bâtiment au service de la mixité et de la réversibilité. Ce que tu dis est juste, c'est que tout, alors on voit qu'on est sur une architecture plus épurée, hein, plus sobre, volontairement plus sobre. Et effectivement, ça nécessite un peu de discipline dans l'exercice pour offrir ces usages multiples et ces reconversions. Tous les parements ou autres équipements un peu éléments d'habillage qui pourraient facilement parasiter l'exercice de réversibilité. Bon, en tout cas, ma conclusion, si la question c'était un bâtiment réversible peut-il être performant énergétiquement, la réponse est clairement oui. Il n'y a aucune difficulté à rendre des bâtiments, compris assez anciens, très performants sur le plan énergétique, bien sûr. Oui, tout à fait, ouais. Alors, est-ce qu'on peut considérer que concevoir un bâtiment réversible, c'est forcément plus complexe? Ça l'est forcément. Il se trouve que j'ai eu une seule fois dans ma vie professionnelle une commande clairement exprimée sur je veux avoir un bâtiment qui a 2 usages possibles. C'était avec Nexity et c'était pour le dessin du campus de l'IESEG à La Défense, où l'implantation du campus faisait que
le futur propriétaire devait pouvoir un jour éventuellement le vendre et le transformer en bureau. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est dans une démarche complètement inverse. C'est-à-dire qu'on nous a dit, ben voilà, vous allez dessiner un campus, une grande école, mais pour autant, demain, ça doit pouvoir devenir des bureaux. Donc, quelles sont les trames? Comment ça s'organise? Quels sont les escaliers, les évacuations, les flux? Voilà, c'était très intéressant. Donc, c'est un bâtiment qu'on a dessiné, co-dessiné avec Franklin Azy. Et on s'est bien amusé parce que c'était une inversion de la problématique. Et on a démontré que finalement, si demain l'ISEG vend son campus, bah, ça pourra parfaitement être acheté par un institutionnel qui le transformera avec très peu de frais en un bâtiment de bureau classique à la Défense. Et donc, cette notion de réversibilité, là, elle est très intéressante puisqu'on voit que c'est un cycle qui peut se reproduire également dans l'autre sens. Et c'est ce que je disais en introduction, la réversibilité ne doit pas avoir de limite. L'intervention qu'on y fait dans un bâtiment à un moment doit toujours pouvoir être transformée à nouveau. C'est en ce sens-là qu'on pourra dire que le bâtiment est réversible. Mais alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est concrètement, la réversibilité, est-ce qu'elle doit être prévue en disant, par exemple, comme ton exemple, on a une école, on conçoit une école, dans 10 ans, ça deviendra des bureaux. Ça, on prévoit la conception pour des bureaux. Mais est-ce que la vraie réversibilité, c'est pas de se dire, ce bâtiment qui est une école aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera peut-être des bureaux, mais dans 20 ans, ça sera peut-être des logements. Est-ce que le fait de donner une réversibilité ou donner la possibilité d'être réversible à un bâtiment, c'est justement de laisser libre cours aux différentes possibilités dans l'avenir de transformation de ce bâtiment? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que justement, tout n'est pas prévisible. On ne sait pas à quoi ressembleront les bâtiments et les usages dans 150 ans ou 200 ans. Et les bâtiments seront peut-être toujours là, et je l'espère en tout cas. Et donc, il ne faut pas avoir la prétention de dire « je vais tout prévoir, on va y arriver ». Non. En revanche, il faut se mettre dans les conditions de liberté, et on en revient au système constructif, il faut se mettre dans les conditions de liberté d'aménagement qui fait que le champ des possibles est ouvert. Les conditions de flux, les conditions de conception des planchers, les escaliers, les élévateurs, enfin, tous les organes qui constituent le squelette du bâtiment doivent être intelligemment placés, disposés, dessinés, de sorte que les plateaux soient suffisamment modulables pour pouvoir offrir de très nombreux usages. Alors, justement, et par ailleurs, je compte beaucoup sur l'imagination de nos successeurs qui, de toute façon, trouveront d'autres solutions. Ils seront confrontés à d'autres problèmes, peut-être des usages qui n'existent pas aujourd'hui. Et je pense que je leur fais confiance au niveau de leur imagination. Ils trouveront les solutions. À nous de leur préparer le terrain et de faire en sorte qu'on leur offre aujourd'hui des plateaux dont demain ils feront quelque chose qui n'existe pas encore. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs volets d'ailleurs sur des solutions pour la suite. Il y a des solutions d'abord techniques, mais il y a aussi des solutions réglementaires et des solutions, on va dire même réglementaires à mettre en place, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre d'un PLU, quand on instruit un bâtiment dans le cadre d'un PLU, on doit définir sa destination, donc c'est catégorisé. Aujourd'hui, ce bâtiment réversible, forcément, on est un peu sur un fil aujourd'hui. Absolument. Moi, je milite pour une grande souplesse lorsqu'il y a réversibilité d'usage, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les normes de stationnement ne sont pas les mêmes. Le nombre, par exemple, de vélos, le développement des circulations douces, tout ça change. Et si le PLU ne se montre pas suffisamment souple sur ces aspects-là, nous allons figer la ville. Et les élus vont devoir gérer des situations catastrophiques où les bâtiments ne s'adapteront pas au marché et aux nouveaux usages de l'homme et de sa nouvelle vie. Et donc je crois qu'il faut montrer beaucoup de souplesse et de pragmatisme et que ces PLU doivent être mis à jour très régulièrement et doivent pouvoir suivre le développement de la ville, l'anticiper et le favoriser plutôt que de figer comme dans un espèce de carcan réglementaire des solutions toutes faites avec des copier-coller et des recettes qui ont déjà été éprouvées par le passé.
Ça, c'est un grand chantier à mener. Tout à fait. Alors, juste une petite aparté à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, on peut y répondre. On va continuer, notre débat. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Autant que possible, nous essaierons d'y répondre. On va essayer de se limiter à 1 heure et donc de terminer à midi, comme c'était convenu avec la CCI. Oui, pardon. On était, du coup, oui. Non, mais juste par rapport à ce sujet-là, et je reviens à une question du début, pardonnez-moi de boucler la boucle. La question, c'était qu'est-ce qui fait que ces bâtiments vont être attractifs? Et voilà, je pense qu'on a parlé de la pandémie, et je pense que le facteur majeur de la réversibilité des bâtiments, c'est l'évolution de la société et l'économie. C'est assez intéressant d'observer que ce qui était des quartiers d'artisans, de petites industries, des faubourgs, on va dire, éloignés du cœur de Paris, aujourd'hui sont devenus des quartiers très huppés et des bâtiments, avec des bâtiments d'habitation. Et combien d'appartements ont été créés dans d'anciens lofts, d'anciens ateliers. Et finalement, l'industrie s'est un peu déplacée, les bâtiments de stockage, les bâtiments d'artisanat se sont déplacés un petit peu plus loin. Donc, ce qui est vraiment passionnant, c'est d'observer ce mouvement perpétuel qui fait que il y a évidemment la pandémie, mais il y a surtout l'évolution de la société, l'évolution des activités humaines, l'évolution de l'industrie qui s'évapore légèrement, qui devient une industrie de services. Et puis finalement, comme sous forme d'un clin d'œil, le Sentier, qui était un quartier de Paris où il y avait énormément de textiles, s'est transformé en quartier extrêmement pointu en termes d'Internet et de vallée du digital. Donc on voit bien que c'est un mouvement perpétuel qui est l'économie, qui est le mode d'habiter et de travailler de l'homme, que si on n'a pas des bâtiments capables d'évoluer, ce sont des villes qui meurent. On a des exemples aux États-Unis où une industrie a périclité, tout a périclité dans la foulée et personne n'a cherché à faire autre chose avec les bâtiments. Non, mais, je veux dire aussi le point de vue qu'on a, nous, Français, par rapport à ce genre de choses, c'est qu'on a des centres-villes historiques, des villes souvent très anciennes. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont tendance à pas du tout valoriser le bâti. Dans leur esprit, on s'en va, on va faire quelque chose ailleurs. Nous, on raisonne pas comme ça. On a presque envie de dire, le bâti reste et après, les hommes s'adaptent. Après, la seule chose en tant qu'investisseur, nous on est obligé effectivement de raisonner un peu comme ce que dit Marc, et en même temps, on se méfie aussi un peu des réactions à chaud. Je pense en particulier à toutes les réflexions actuelles sur les évolutions du tertiaire. Moi, personnellement, je pense qu'il faut laisser des options ouvertes, et c'est pour ça que les bâtiments, on doit être exigeant pour qu'ils répondent à toutes les options possibles. Je ne suis pas sûr que le télétravail aura l'emploi qu'on dira, on ne sait pas combien, mais bref, il faut rester effectivement avec cette notion d'adaptabilité et de liberté, parce que justement, en matière de long terme en immobilier, on n'est pas capable vraiment de scénariser les choses aussi facilement que ça. Et par contre, je pense qu'on est capable d'identifier des bâtiments qui, si on fait des scénarios différents, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des immeubles qui répondent à toutes sortes de configurations et pas d'autres. Voilà. Je pense que c'est et si on a vraiment cette sensation d'incertitude, on doit être encore plus vigilant sur ces aspects-là. Je pense. Si on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas à long terme, eh bien, il faut avoir des bâtiments qui gardent. J'aime bien le mot liberté. Hein. C'est exactement ça. Et sachant que la matière immobilière sera toujours une matière lourde à manipuler, donc il vaut mieux effectivement pas avoir à réintervenir trop souvent sur le bâti. Et Jacques, une petite question qui nous vient de Frédéric Savet qui nous pose quelle est la plus-value de la valeur vénale d'un bâtiment dit réversible en pourcentage? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui répondre clairement ou c'est un peu... Alors, je vais vous dire une chose. J'ai eu des discussions infinies avec les experts du fonds que je gère, qui est un OPCI donc réglementé, qui a un expert réglementaire, pour savoir si on pouvait isoler dans la valeur d'un immeuble le fait qu'il soit certifié de manière environnementale. Et je vous cache pas que j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui.
C'est qu'en réalité, le problème qu'on a aujourd'hui en matière d'appréciation de la qualité des bâtiments, c'est qu'en général, les immeubles qui ont un argument de réversibilité et une attestation environnementale et qui sont neufs sont en général dans des sites prime. Ils ont un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on va leur attribuer une espèce de note globale sans finalement que ne soit fait une analyse. Et ça, je vous parle vraiment de ceux dont c'est le métier de le faire, qui sont les experts, qui sont capables normalement de dépioter une valeur vénale. Eh bien, aujourd'hui, ils sont encore en train de discuter entre eux. Alors, il leur faut probablement du recul et des bases de données qui leur permettent de modéliser ça. Mais effectivement, à terme, il faut arriver à pouvoir dire que cet avantage-là est chiffrable en matière de valeur vénale. Mais on a, nous, investisseurs, des systèmes que j'oserais pas qualifier de pifomètres, mais presque, qui sont en réalité des comparables qu'on fait dans le temps, quand on a suffisamment de recul. Mais on aimerait que les professionnels de la valorisation soient capables de le faire. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à l'impact en termes de valorisation d'un immeuble certifié ou disons pour avoir un référentiel commun, on va dire RT 2020, moins 20, moins 30, enfin, on raisonne un peu comme ça avec eux. Ils en sont encore ils cherchent encore la réponse. Donc je peux vous dire que j'ai du mal à vous répondre sur. Ouais, donc c'est compliqué de répondre à cette question. C'est un chantier qui est devant nous, mais vous savez très bien que en réalité, on parlait tout à l'heure de la complexité réglementaire. De toute façon, tout propriétaire d'immeuble aujourd'hui est soumis à des contraintes de plus en plus nombreuses et compliquées. On va dire que ça correspond aussi à une augmentation de la valeur, à mon avis, en réalité, de la qualité de ce qu'on fabrique. Je pense qu'aujourd'hui, on fabrique mieux que les fameux immeubles des années 60 que tout le monde stigmatise aujourd'hui. Donc, tout ça va ensemble. Et effectivement, il faut qu'à un moment donné, on soit capable de dire en face, on raisonne souvent en taux de rendement à l'acquisition, 50 points de base de plus, j'en sais rien. Mais c'est devant nous, ça. Bon, très bien. Merci Frédéric. Donc, désolé, on ne peut pas répondre par un chiffre précis à cette question. C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Je me la pose aussi, mais je n'ai pas la réponse. Bon, on arrive à la fin. Juste un petit tour de table. Messieurs, si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne termine cette conférence. Je peux peut-être commencer, mais déjà, merci de nous avoir permis de participer et d'être acteurs de ce webinaire. Donc, merci à la CCI et merci au CLIC. Et puis, juste pour donner rajouter un petit point lyonnais, l'exemple que tu citais, Jean, au début de Link City sur Confluence, c'était aussi en prévision du réaménagement de cette autoroute A7, là, l'autoroute qui traverse la ville de Lyon, qui a un particularisme lyonnais. L'objectif aussi d'aller vers de la réversibilité, c'est parce que il est prévu dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, que cette autoroute soit déclassée pour passer en boulevard urbain. Et finalement, ce serait plus pertinent de se dire ce quartier-là, tertiaire, peut devenir un peu, dans quelques années, un quartier résidentiel. Tout à fait. Moi, ce que je peux dire, et vous l'avez peut-être senti dans mon intervention, c'est que la participation à ce webinaire a rencontré une question qui était embryonnaire chez moi et ça m'a permis d'accélérer et d'en avoir une déclinaison pratique. J'en ai parlé tout à l'heure sur le dossier que j'aborde actuellement. Je pense qu'il faut considérer cet aspect-là avec tous les autres. Comme je disais, ça converge avec tous les autres sujets actuels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas un sujet isolé. C'est un sujet qui entre en résonance avec tous les sujets c'est une forme d'efficacité et d'amélioration de l'efficacité de l'offre immobilière, quel que soit ce bureau, des établissements d'enseignement, on en voit partout, cumulés partout en tant qu'investisseur. On comprend bien ce que Marc racontait tout à l'heure. Donc c'est en réalité, c'est pas très compliqué de rajouter cette contrainte-là à notre travail. Merci. Marc. Dans un contexte foncier qui se raréfie extrêmement,
on est forcément confronté à la reprise et à l'intervention sur du bâti existant. Lorsqu'on peut donner une deuxième vie et lorsque cette deuxième vie est encore une fois réversible et que le bâtiment à une échelle qui n'est pas celle de l'homme, mais peut-être de deux ou trois générations, lorsque ces bâtiments arrivent à continuer à offrir les services nécessaires à leurs occupants, c'est ça l'avenir. On sait très bien qu'il y aura de moins en moins de constructions neuves. On sait très bien que les grands chantiers des prochaines décennies sont la réhabilitation, la reconversion, la réversibilité. On est forcément dans le sujet des années qui sont devant nous. Et donc, il faut qu'on acquiert un véritable savoir-faire. Et on a la chance chez A26 de faire ça depuis de nombreuses années. Mais on a encore de grands progrès à faire, tous ensemble, y compris avec nos ingénieurs et nos partenaires. Et donc, je pense que ce chantier-là est vraiment un chantier d'avenir, contrairement à ce que certains peuvent penser. Tout à fait. Bon. Merci à tous. Très bien, merci. Merci pour votre Merci participation. beaucoup. Très content d'avoir animé cet événement tous ensemble et puis nos échanges, autant dans la préparation que durant le webinaire, ont été assez stimulants et créatifs. Donc, merci à tous les trois de votre participation. Oui. Merci à vous tous. Merci Jean. Je tenais à remercier aussi plus particulièrement la CCI qui nous a permis d'être là, donc Christine Carlo-Détruy, je pense à Victoire Préma et à Lara Treganov qui nous ont accompagnés et qui nous écoutent encore. Merci à vous mesdames, merci messieurs, merci Jean. Et donc ce webinaire devait se tenir donc au ciel l'année dernière, qui n'a pas pu avoir lieu. Pour rappel, le prochain salon du ciel donc, aura lieu le 6 et 7 octobre. Donc, on a ouvert un peu le débat avec ce webinaire et cette thématique. Je pense qu'il ne faut pas le fermer. L'idée, c'est de continuer le débat. Peut-être qu'on fera une nouvelle conférence sur ce thème avec d'autres intervenants pour avoir un petit peu plusieurs avis sur la question. Mais en tout cas, voilà, le débat est ouvert et n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à suivre le CLIC, le Club Lyonnais de l'immobilier à la construction, à la fois sur LinkedIn et sur son site internet. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous et au plaisir de vous croiser. Merci. Très bientôt. Au revoir. À très bientôt à tous. Au revoir.